Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de comment organiser ses répétitions lorsque on fait nos séances à la salle. On va parler de santé intestinale et d'intolérance alimentaire. Et finalement je vais vous partager les 3 meilleures méthodes qu'on peut utiliser pour développer sa force, pour ramener ses capacités à produire la force à un autre niveau. Mais avant toute chose, on va commencer par les news de la semaine les amis. Alors news de la semaine, on a eu un gros combat de boxe entre Tyson Fury qui était détenteur d'une ceinture poids lourd, et on a Alexander Usyk, combattant ukrainien, qui était détenteur de 4 ceintures, qui vient d'une catégorie en dessous, qui est monté à la catégorie au-dessus, qui a battu entre autres Anthony Joshua 2 fois, et qui là s'affrontait à Tyson Fury, le champ, le Gypsy King. Et voilà, un gros combat pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mon vidéaste a posté hier la soirée qu'on a fait entre potes, la Fight Night. C'était un gros combat qu'on attendait depuis des mois, et franchement, on a été servi. Ce fut un combat magnifique pour tous les amateurs de boxe comme moi. Si vous aimez les sports de combat, eh bien, je vous invite à aller regarder ce combat qui était extraordinaire. Je suis content que notre gars Usyk, je sais pas comment on prononce son nom exactement, eh bien, ait gagné parce qu'il l'a mérité. Je dirais même qu'il a été volé d'un KO parce qu'au 9e round, l'arbitre est venu arrêter alors qu'il n'aurait pas dû arrêter. Quoi qu'il en soit, j'ai vu une news concernant le côté finance de ce combat-là. C'est que apparemment il y a 20 millions de personnes qui ont streamé illégalement le combat, ce qui vaut à une baisse potentielle d'un revenu de 120 millions de dollars. Alors les amis, le pay-per-view là, c'est chaud. On leur a volé 120 millions de dollars. On est triste pour tous ces princes saoudis. Je pense que là ils doivent être fauchés et que c'est compliqué. Vous aurez compris le côté moqueur ici. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de savoir qu'ils organisent ce genre de combat et qu'ils font bouger vraiment le monde du sport. Et j'ai hâte de voir encore de grands combats de la sorte. Quoi qu'il en soit, il y aura normalement la revanche. On verra ce qu'elle adviendra. En tout cas, moi, je mets mon argent sur Usyk. Et puis ça m'a touché. À la fin, il parlait beaucoup de son père, etc. Comme quoi, les amis, soyez des papas présents si vous êtes papa. Et l'impact, tout simplement, qu'un père peut avoir dans la vie d'une personne. On peut créer des champions, les gars. On peut créer des champions. Donc moi, je compte bien créer des champions avec les miens. Quoi qu'il en soit, les amis, j'ai vu Next. On va parler de l'intelligence artificielle. ChatGPT qui a rajouté une nouvelle fonction de... comment on dit ça? Translator en français, comment on dit ça? Traducteur, voilà. Un traducteur en direct, ok? Un traducteur en direct, c'est-à-dire que vous pouvez interagir avec une personne, vous allez dans un pays par exemple, je sais pas, vous allez en Italie, dans la pub en tout cas c'est ce qu'il montre, un Américain qui parle à une Italienne, et on a en gros le traducteur qui est l'intermédiaire, ChatGPT, votre téléphone portable, qui communique littéralement comme un traducteur, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas, l'intelligence artificielle ne se contente pas de simplement traduire. Il dit oui, Julie a dit que nanana, et qu'est-ce que t'en penses? Et bref, c'est de la folie les amis, c'est le futur. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant, peut-être que bientôt on aura le Kesu Show en italien, le Kesu Show en russe. Que sais-je, mais je vais utiliser tout ça en mon avantage. Quoi qu'il en soit les amis, aujourd'hui j'ai sélectionné 3 questions qui m'ont été posées. La dernière d'ailleurs j'ai oublié de la noter, mais voilà, c'est pas grave. Ce qui est important c'est qu'on va parler d'une multitude de sujets. C'est des sujets qui pourraient être élaborés un peu plus longuement, mais là on est pressé par le temps et je vais aller au vif du sujet pour les plus passionnés bien entendu. Eh bien il y aura des compléments d'informations à travers des formations et d'autres trucs. Quoi qu'il en soit, première question qui m'a été posée ici par Omar. Salut Kevin, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des RPE et RIR? Je me rappelle qu'à l'époque tu avais dit ne pas utiliser ces systèmes d'organisation. Pourquoi ne le fais-tu pas et comment organises-tu le tout? Merci d'avance et merci énormément pour tous tes podcasts et le contenu gratuit. Ok, merci Omar pour ta question et pour le soutien ici. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les RPE et RIR, c'est plus ou moins la même chose. Je vais traduire ici, on parle d'acronymes. RPE, Rate of Perceived Exertion, donc en gros le ressenti basé durant l'effort qui est fourni, et en général on utilise une échelle de 1 à 10, 1 étant l'effort le moins conséquent et 10 étant l'effort le plus poussé. RIR, c'est un acronyme pour Reps in Reserve, donc des répétitions en réserve. Et du coup, on a ces deux systèmes d'organisation ici au niveau des répétitions qui se font un peu la guerre parfois. Certains disent que le RPE c'est mieux que le RIR et que le RIR c'est mieux vice versa que le RPE, alors qu'en vrai ça veut dire simplement la même chose. Mais on a des valeurs, voilà, on se base ici sur des valeurs subjectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites un RPE, une série avec un RPE de 9,
techniquement, cela voudrait dire que vous avez une répétition en réserve. Donc ça serait l'équivalent de dire, hey, fais 9 séries avec un RIR, une répétition en réserve. Donc vous voyez que on parle exactement la même langue ici. Alors de manière générale, c'est pas un truc que j'utilise jamais dans mes programmes d'ailleurs, que je n'ai jamais utilisé avec mes athlètes, jamais utilisé avec mes clients, jamais utilisé avec moi-même. Je pense que les gens qui sont dans le monde de l'haltérophilie, les gens qui sont dans le monde du powerlifting ont tendance à plus utiliser ça. Mais selon moi, c'est pas forcément nécessaire. Encore une fois, il y a certaines exceptions à la règle. Comme j'ai dit sur certains sports, ces sports en l'occurrence, quand on cherche à faire des trucs bien précis. Moi, je les utilise quand on fait des trucs bien précis et je vais expliquer le tout ici. Ok, donc comme je l'ai dit, c'est simplement un modèle d'organisation, donc il n'y a pas de juste ou de faux. Maintenant, on se base sur beaucoup de données subjectives ici. C'est-à-dire que tu perçois qu'il t'en reste qu'une, ou tu perçois qu'il t'en reste que deux, mais tu ne sais pas vraiment. Et la plupart des gens, aujourd'hui, ne savent pas vraiment ressentir le tout. Ne savent pas dire, ah, il m'en reste qu'une ou il m'en reste que deux. Et quand on pousse les gens, eh bien, ce qu'on observe, c'est que au final, il en reste un peu plus. Ou alors, il en reste moins. Donc, encore une fois, on se trompe énormément. Donc, moi, j'aime pas utiliser ce facteur subjectif-là la plupart du temps, ok? Et la plupart du temps, selon moi, ce n'est pas nécessaire. Et souvent, je trouve que ça fausse même les résultats qu'on va avoir. J'ai entendu un collègue américain dire ça, justement, il y a quelques jours. Et je me dis, ah tiens, c'est intéressant, je vais en parler, parce que c'est un discours que j'ai depuis longtemps également. Et bien, c'est que souvent, ce qu'on va observer, c'est que dans des programmes, on dit, ok, tu fais 8 répétitions, tu fais 4 séries de 8 répétitions avec un RPE à 8. Et tu as 2 répétitions en réserve. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la personne fait son RPE à 8, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Ah, j'ai fait mon RPE à 8, imaginons première semaine, j'ai fait à 80 kg, deuxième semaine, j'ai fait à 80 kg, troisième semaine, ah, j'ai fait 85 kg. Et toujours avec un RPE à 8, c'est-à-dire que techniquement, tu as 2 répétitions en réserve, ok? Et ce que je pense, en fait, ce qu'on observe souvent, c'est que au final, la personne pense avoir augmenté sa capacité, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire plus de poids avec le même nombre de répétitions en réserve, alors qu'en vrai, ça se trouve, elle a juste simplement qu'une répétition en réserve. Le 85, c'est ce qu'elle aurait pu faire depuis la semaine 1 si elle avait gardé une répétition en réserve. Donc encore une fois, je pense que ça fausse le tout. Donc encore, j'aime pas donner que expliquer que les critiques, d'accord, les problèmes, j'aime donner des solutions. Donc comment moi j'organise le tout? Moi j'aime utiliser des rangées de répétitions. Vous ne verrez jamais dans mes programmes dire, ok, encore une fois, à moins qu'il y ait un truc bien spécifique, et j'explique pourquoi, dire, fais X nombre de répétitions, c'est-à-dire fais 8 répétitions, fais 4 fois 8 répétitions, fais 3 fois 6 répétitions. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des rangées. Et chaque rangée est associée à d'autres variables. C'est-à-dire que pour chaque rangée, je sais exactement quel genre de tempo, quel genre de vitesse d'exécution on va utiliser et quel temps de repos on va utiliser également. Plus les intensités sont élevées, bien entendu, plus on va prendre un temps de repos qui est conséquent. Et à l'inverse, plus les intensités sont basses, plus on va pouvoir diminuer le temps de repos. Ok, c'est normal, c'est plus léger, on peut récupérer plus rapidement. Ok, donc ça c'est le premier truc à garder en tête. Je me fixe certains standards qui ont été prouvés vrais. J'ai appris certains de ces standards à travers de grands coachs de grande renommée, Charles Poliquin, etc. Et je les ai adaptés, bien entendu, petit à petit. Mais selon moi, ils sont extrêmement précis et ils fonctionnent très bien. Donc l'idée c'est simple, je me fixe une rangée. Et ce qui compte c'est que je dois trouver un poids qui me permette d'être dans cette rangée. Et à partir de là, c'est ma base de référence. Donc première série, je pars, imaginons que je parte sur un 8 à 12, le classique. Première série, je pars sur un 12 répétitions avec une certaine vitesse d'exécution et qui est le tempo. Je prends mon temps de pause. Deuxième série, bam, la deuxième série, je vois que j'arrive que à en faire 11. Troisième série, j'arrive, j'en fais 9. Quatrième série, j'arrive qu'à en faire 8. Pour moi, c'est cohérent, on est dans la rangée, on n'a pas changé le poids. Hey, on a poussé chacune des séries à l'échec, entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire qu'on sentait que la prochaine rep, à l'échec technique, c'est-à-dire qu'on sent que la prochaine rep, eh bien, ça va être fait n'importe comment, avec des compensations, etc. Donc, bien entendu, on veut éviter ça. Donc, moi, je ramènerais chaque série, voilà, à proximité de cet échec complet, d'accord? Bam, je pose là-bas. Et pour moi, c'est cohérent de se dire, lors de la première série, j'ai moins de capacité à décharger la même quantité de force que lors de la deuxième série. Et ce qui me dicte la fin vraiment de l'adaptation que j'arrive à engendrer avec l'exercice et les séries que je suis en train de faire, c'est que justement, eh bien, je vais plus réussir à rester dans cette rangée de répétition. C'est-à-dire qu'éventuellement, je sens que prochaine série,
j'aurais pu que en faire 6. Ben, j'arrive plus à être dans la rangée, j'arrive plus à décharger la même magnitude de force, c'est-à-dire que j'ai maximisé le signal d'adaptation. Aussi simple que ça. Ce qui peut se passer souvent, et c'est souvent ce qui va se passer, et si vous avez mon programme, eh bien prenez-en note, je demande de faire 4 séries. On fait 4 séries avec mon programme, avec mes clients par exemple, on part sur 4 séries. Première série, encore une fois on prend le 8 à 12, mais on prend les rangées que vous voulez ici. Première série, j'en fais 12. Deuxième, j'en fais 10. Bam. Troisième, j'arrive, je galère. Bam, c'est la 8e. Je galère vraiment à la 8e, je pose la barre. Eh bien, pour moi, ça me dit, ok, on a fini, stop. Pas besoin de rajouter la 4e série. Parce que la 4e série, c'est là où on va simplement accumuler de la fatigue. Et souvent, ceux qui s'entêtent à quand même faire la 4e série, et vous êtes peut-être dans cette situation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de faire la 4e série, et au final, vous n'en rentrez que 7, vous n'en rentrez que 6, et vous ne rentrez plus dans les critères qui ont été demandés. Et là, c'est ce qui me dit, hey, t'en as fait trop, d'accord? T'en as fait trop. Parce que normalement, avec ce poids, tu devrais être capable d'en faire 12 normalement quand t'es frais. Mais là, tu arrives à en faire la moitié. Donc, je sais que on a maximisé le signal d'adaptation. Si tu cherches à rajouter des séries, et bien au final, ça ne va pas t'aider, ok? Donc encore une fois, on essaie de paramétrer le tout de cette façon-là. C'est comme ça que j'organise le tout et je le fais, j'ai toujours fait avec énormément de succès. Ça enlève vraiment le côté subjectif en se disant, hey, j'ai une, deux, ou peut-être trois. Attends, je mets mon doigt comme ça. Le vent va dans cette direction. Ok, non, en fait, il m'en reste que 2. Donc là, on sait. T'arrives pas à rentrer la prochaine parce que la prochaine, la barre, elle va tomber sinon. Donc tu poses, ok? Et c'est comme ça que j'aime organiser le tout. Maintenant, selon quelles circonstances je rajouterai les répétitions en réserve? J'aime bien rajouter des répétitions en réserve justement avec une méthode qu'on va aborder également après, qui est les cluster sets. Les cluster sets, on va chercher à travailler avec des intensités élevées, mais à rajouter du volume également. Et là, j'aurais tendance à garder des répétitions en réserve dans le sens où on va travailler avec un pourcentage qui de toute façon nous demande de garder des répétitions en réserve. C'est par définition attaché au cluster set. Ok, je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc ça, je l'utiliserai de cette façon-là. Quand est-ce que j'utilise des répétitions en réserve? J'utilise des répétitions en réserve lorsque je vais travailler sur le facteur vitesse, sur la puissance. Ok, en très vulgarisé ici. Pourquoi? Parce que je veux rester le plus frais possible. Donc l'idée, c'est de me dire, hey, imaginons qu'on parte sur une série où je vais travailler avec des poids très élevés. Je vais combiner 2 exercices. Le classique qui me vient en tête, c'est le contraste que je vous ai mis dans mon prochain programme. Je me permets de faire le shameless plug ici, hybride performance. Et bien je vais vous dire, hey, j'ai pas envie que tu ailles sous fatigue, ok, que tu te crames complètement. Donc j'ai envie que tu fasses 2 répétitions. T'aurais pu en faire 3, mais la 3e, ça aurait été du grind, ça aurait été dur à monter la barre et j'aurais accumulé énormément de fatigue. Alors que le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est simplement de booster ton système nerveux pour augmenter tes performances ici, augmenter ce qu'on appelle un effet de potentiation ou potentialisation en français, je ne saurais jamais, potentiation en anglais. Quoi qu'il en soit, et bien là, je vais me dire, je veux que tu décharges un max d'énergie, tu en gardes une en réserve parce qu'ensuite, on va distribuer cette énergie légèrement différemment. Donc, j'ai envie que tu en gardes toujours en réserve, mais on veut profiter encore une fois de ce phénomène où, hey, ton système nerveux, il est excité, tu es prêt à envoyer le reste. Mais pour les gens qui font simplement de la muscu, les gars, utilisez vos rangées, vous tombez dans vos rangées, vous respectez les paramètres que j'ai mentionnés et c'est ce qui vous dit, hey, j'ai maximisé l'adaptation du jour. Très bien, bam, next. Je passe au prochain exercice avec les prochaines séries, etc. J'espère que ça pourra vous aider ici. Il y a énormément de coachs qui m'ont posé déjà la question dans mon programme Mentorship et c'est une question qui revient souvent. Et même dans mes programmes, il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais je dois faire 8 à 12, mais avec combien de répétitions en réserve? 8 à 12, frérot, tu fais 8 à 12 chaque série. Il y en a qui vont dire, oui, mais si tu pousses chaque série à l'échec, tu vas être fatigué. Vous êtes devenus soft. Vous êtes devenus trop soft, les amis. C'est trop grave d'avoir rendu la muscu un truc noble, un truc de guerrier, vous avez transformé ça en un truc soft. Arrêtez les gars. Personne n'est mort parce que vous avez poussé 2 séries à soi-disant proche de l'échec. Arrêtez ça les amis, ok? Don't be soft, hashtag don't be soft. Ok, next question ici qui m'a été posée par Sarah. Salut Kevin, tout d'abord merci pour ton contenu. Ton approche a totalement changé ma vision de l'entraînement et de la nutrition. J'ai une question concernant la santé intestinale. Je suis pratiquant de musculation depuis plusieurs années. Je pense faire attention à ce que je mange, mais j'ai plus ou moins toujours souffert de ballonnements et inconfort intestinaux. J'ai l'impression d'être intolérante à plusieurs aliments. J'ai même l'impression que ces intolérances ne font qu'augmenter. Il y a plusieurs choses que je pouvais manger par le passé que je ne peux plus manger à l'heure actuelle. Je vois les répercussions sur mes performances à la salle, sur mon physique, mais surtout sur mon bien-être général. Que conseillerais-tu à quelqu'un dans ma situation pour faire face à ces intolérances? Alors Sarah, ici on est nombreux dans cette situation. Pour ceux qui sont familiers un peu, tous les professionnels du sport de la santé qui ont fait ma formation pour les coachs
mon programme mentorship, eh bien j'ai des modules qui sont dédiés uniquement à ça. Et vous allez voir que dans l'industrie, eh bien ça va énormément évoluer. On va commencer à parler de plusieurs choses que j'ai déjà abordées par le passé. Ça va venir à la mode tout simplement. Et je l'ai vu là, ça commence à venir. Beaucoup de médecins dans la francophonie qui commencent à parler de microbiote aux États-Unis également. Alors qu'avant c'était un truc, c'était wouhou. Quand je parlais de ça, encore une fois, les preuves à l'appui, ces vidéos que j'ai fait pour mon programme ont été enregistrées en 2019. Donc c'est bien avant ça que je me suis attardé sur tous ces éléments-là. J'étais formé par des médecins fonctionnels. Je vous invite à aller checker ces médecins fonctionnels. Le premier médecin avec qui je me suis formé et qui m'a énormément aidé, c'est le docteur Michael Ruscio. Il y a un livre qui est excellent que j'ai offert à quasiment tous mes clients qui s'appelle Healthy Gut, Healthy You. Healthy Gut, Healthy You. Sûrement, ça n'existe pas en français, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, allez checker ça. Et le docteur Stéphane Cabral, j'ai commencé avec lui quand il était pas encore mainstream. Là, le gars a explosé. Donc, pour vous dire que ça vient. Mais moi, je suis le Jay-Z de l'industrie du sport et de la santé. Je vois les trucs avant que ça soit à la mode, ok? Parce qu'il faut pas attendre que ça soit à la mode pour que ça soit là. On se dise oui, je dois sauter là-dessus. Quoi qu'il en soit, à l'époque, quand on parlait de microbiote, quand on parlait de santé intestinale, c'était un peu wouhou tout ça. On n'y accordait pas vraiment de l'importance. Et aujourd'hui, on se rend compte que en fait non, il y a plusieurs trucs à prendre en considération. Donc c'est un sujet qui est ici très complexe. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans ces situations-là, des ballonnements, des intolérances, enfin tout le type d'inconfort qu'on peut ressentir au niveau de notre tube digestif. Et bien entendu, ça va affecter notre bien-être, le côté esthétique. Et il faut traiter le tout. Il faut traiter le tout, c'est très important. Si vous avez l'occasion de travailler avec un professionnel compétent, malheureusement, encore à l'heure actuelle, la médecine conventionnelle est un peu à la traîne par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de médecin fonctionnel, un terme qui n'existe pas encore vraiment dans la francophonie. Mais j'ai foi que voilà, ça va être amené à changer. On parle ici pas de personnes qui sont... on parle pas de naturopathe, parce que souvent c'est ce que j'entends dans la francophonie. Naturopathe, c'est pas vraiment ça, ok? On a une vision ici qui reste scientifique, c'est-à-dire qu'on va se baser sur nos connaissances en biochimie, nos connaissances sur le corps humain, et on arrive à partir de là à interpréter énormément d'informations qui nous guident dans la bonne direction. Donc ça reste tout de même une approche qui est scientifique, mais qui est holistique ici. Et encore une fois, ça rejoint pas mal de trucs qui ont été prouvés vrais par d'anciennes cultures qui avaient compris tout ça. Mais parfois, encore une fois, on se détache de cette sagesse universelle parce que soi-disant la science. Mais aujourd'hui, la science vient avec énormément de retard. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire quelques raccourcis ici pour vous aider au maximum. Alors, quand on parle de santé intestinale ici, dans un premier temps, lorsqu'on parle de notre tube digestif, c'est ce qu'on appelle the second brain, donc le deuxième cerveau. Pourquoi on appelle ça le deuxième cerveau? Eh bien, notre tous les mécanismes qui vont avoir lieu au niveau de nos fonctions gastro-intestinales sont régis par ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Le système nerveux entérique est une des sous-branches de ce qu'on appelle le système nerveux autonome, qui est une des sous-branches de notre système nerveux. Donc là, il y a plusieurs sous-branches ici, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est important de le garder en tête. Le système nerveux entérique, qui est cette sous-branche du système nerveux autonome, qui ce dernier a deux sous-branches principales qu'on appelle la branche sympathique et parasympathique. Qui ces dernières, en très simple, la branche parasympathique, c'est ce qu'on appelle le rest and digest, ok, en anglais. Donc le moment où on se repose et on peut on digère, c'est à dire que il n'y a pas de facteur externe qui va venir perturber le bon fonctionnement de notre corps. Par bon fonctionnement, on parle ici de lorsqu'il y a une harmonie au niveau de tous les systèmes, que rien n'est dérangé. Et on a de l'autre côté ce qu'on appelle le système sympathique, qui au final n'est pas sympathique, qui est celui-ci qui est régi lorsque on a, ou qui est sollicité plutôt lorsque on est en train de placer, ou on fait face à un stress externe. Donc, le stress, au final, c'est une perception, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et le stress, au final, qu'est-ce que c'est? C'est une cascade d'événements chimiques qui va avoir lieu dans notre corps. Une cascade au niveau de notre métabolisme, au niveau de nos hormones, etc., de nos muscles. Donc, il y a une cascade d'événements qui se met en place. Et bien entendu, ça a des conséquences si cette cascade d'événements ne s'arrête jamais. C'est pour ça que le stress en soi, ce n'est pas mauvais, à condition qu'il soit aigu. Si le stress devient chronique, et bien là, ça devient vraiment problématique, d'accord? Et c'est le truc à garder en tête. Si le stress devient chronique, eh bien, on va altérer ces différentes sous-branches des systèmes nerveux, dont le système nerveux entérique, et donc le fonctionnement de votre système gastro-intestinal. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous êtes constamment stressé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous êtes stressé, d'après la théorie de l'évolution, le stress que vous aviez, c'était de se faire chasser par un lion, ou alors de chasser un animal que vous vouliez manger. Eh bien,
quand vous êtes chassé par un lion, c'est pas le moment de s'attarder sur les bons systèmes de digestion. C'est pas le moment de s'attarder sur votre système de reproduction, etc. Non, là, tu dois fuir le lion. Donc, toute l'énergie va être concentrée sur les tissus qui doivent être sollicités pour fuir le lion ou pour chasser l'animal en question. Donc, vous l'aurez compris, on shut down, on arrête complètement les fonctions dites normales. Et c'est pour ça que ça peut être problématique éventuellement, parce que vous avez besoin que ces fonctions normales fonctionnent de la meilleure des façons, afin de pouvoir assimiler tout ce que vous allez consommer. Donc là, on s'attarde bien entendu sur le côté nourriture. J'essaie de faire des raccourcis ici et de vulgariser au maximum pour ne pas m'attarder sur tous les détails. Ok. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que votre santé intestinale va affecter de nombreux systèmes, donc votre peau, vous le connaissez tous, vous mangez certains trucs et tout d'un coup, vous avez des boutons, vous avez des réactions, etc. Donc tout ça pour vous dire que tout est intimement lié. Ça va affecter votre métabolisme. Je vais vous épargner toute la théorie sur la thyroïde, etc. Ça va affecter ici votre sommeil, vos hormones, etc. Donc tout ce que vous consommez, lorsque vous consommez, on pense principalement aux lipides ici, eh bien ces derniers vont être absorbés à travers ce qu'on appelle votre intestin grêle, à travers des branches bien spécifiques de votre intestin grêle, et c'est ce qui va faire en sorte que vos hormones fonctionnent bien. Mais si cette absorption, pardonnez-moi, est inhibée ici, eh bien, forcément, ça va être problématique, ça va créer des problèmes au niveau de vos hormones. J'en reviens maintenant au fameux terme qui est souvent utilisé maintenant, qui devient un peu plus populaire et qui est mal interprété, malheureusement, encore une fois, à travers la médecine conventionnelle et beaucoup d'influenceurs. On parle du microbiote. Le microbiote, qu'est-ce que c'est? Le microbiote, c'est simplement un ensemble de micro-organismes. On parle de différentes bactéries, on parle de différents champignons, etc. Et chacun d'entre nous avons un microbiote qui est différent. On a un écosystème qui est différent. On est composé de différentes bactéries. Et ce microbiote va être affecté par différentes choses. Il va être affecté par notre génétique, de la façon dont on a grandi, à quel genre d'environnement on a été exposé. Est-ce qu'on a grandi avec des animaux ou pas? Est-ce qu'on est né par voie naturelle ou est-ce qu'on est né par césarienne, etc., etc. C'est ce qui va régir l'écosystème que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous comprenez qu'on a tous un écosystème différent, des bactéries différentes, eh bien vous comprenez que au final ces bactéries, ce sont ces bactéries qui régissent votre corps. D'accord? C'est comme si on était simplement les hôtes de ces bactéries-là. C'est elles qui commandent ici le tout. Et si forcément cet écosystème est altéré d'une façon ou d'une autre, et je vais y venir, eh bien tout notre corps va être altéré. Ce que vous comprenez par le fait qu'on a différents écosystèmes, eh bien on doit avoir différentes alimentations qui vont amener ce qui est nécessaire à notre écosystème. Okay? Donc le microbiote, c'est votre écosystème et votre corps, c'est son environnement. Bon, pour prendre soin, pardonnez-moi, de votre microbiote, vous devez prendre soin de votre corps et faire en sorte d'apporter tous les bons éléments ici. Maintenant, pour essayer d'aller au vif du sujet, comment on alimente son microbiote? Le microbiote, comme j'ai dit, un écosystème, différents micro-organismes. Il faut penser à ça de la manière suivante, j'aime bien le vulgariser comme ça. Durant les modules que j'enseigne, eh bien, je dis la chose suivante. Le microbiote, c'est un peu comme si vous aviez une quantité de gendarmes et une quantité de criminels et une quantité de personnes lambda qui fait un peu son travail. Et en gros, il y a cet équilibre qui doit être maintenu. Mais ce qui se passe, parfois, de par les différents facteurs qui vont altérer le tout, je l'ai mentionné entre autres, un des facteurs les plus importants, le stress, parce que c'est l'épidémie de notre société actuelle, eh bien, c'est qu'on va altérer cet équilibre. On va commencer par augmenter le nombre de criminels et éventuellement détruire certains gendarmes. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez plus de criminels que de gendarmes? Eh bien, il y a des trucs qui se passent pas bien. Ok, vous l'aurez compris, il n'y a pas besoin de pousser la métaphore beaucoup trop loin ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui vient perturber ce microbiote, cet équilibre-là, cet écosystème? On a entre autres justement le stress qui peut être multifactoriel. Comme vous l'aurez compris, c'est plutôt une question de perception. Voilà pourquoi il faut apprendre à manager ce stress, pardonnez-moi. On a les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est littéralement, on parle de kamikaze ici, hein, vous tuez tout le monde, les gendarmes, les criminels et tout ça, et malheureusement si vous avez tué plus de gendarmes que de criminels, eh bien on a le même événement qui a lieu. Et bien entendu on a l'alimentation, donc stress, médicaments externes je dirais, et alimentation. Si à travers votre alimentation vous n'amenez que des éléments qui vont nourrir les criminels, eh bien forcément même chose, vous rendez les criminels plus forts et les gendarmes, ils ont faim, d'accord? Ils n'ont pas de quoi manger, ça va être problématique à un moment ou à un autre. Donc j'espère que vous aurez compris déjà ces petites métaphores-là. Au niveau, pour en revenir aux intolérances, avant de m'expliquer là-dessus, on a deux choses à distinguer, les allergies et les intolérances.
Les allergies, c'est plutôt, on parle d'un facteur un peu plus génétique ici. Hey, on connaît tous quelqu'un qui est allergique aux noix, etc. Manger des noix, vous devez aller à l'hôpital, etc. Donc, quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir vraiment d'impact. Les intolérances, on va décrire ça plutôt comme un inconfort au niveau de notre digestion, au niveau de notre tube digestif. Et souvent, eh bien, ces inconforts se trouvent sur un continuum. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments qu'on peut manger qui tombent dans certaines familles et d'autres aliments qu'on ne peut pas manger du tout. Et il y a également le dosage. Le dosage au niveau des intolérances, c'est ce qui fait le poison, d'accord? Certaines personnes peuvent manger du gluten jusqu'à certaines quantités, du lactose jusqu'à certaines quantités. Passer une certaine quantité, c'est là qu'on observe ces intolérances-là, ok? Quoi qu'il en soit, pourquoi ces intolérances évoluent dans le temps? Pourquoi vous avez vu, ça c'était vraiment le truc qui m'avait choqué, vu que quand je vivais aux États-Unis, moi qui voyais qu'en Europe, à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs sans gluten, gluten-free, les trucs sans lactose. Moi, quand j'étais petit, ça n'existait pas. Et aux États-Unis, je suis là-bas, j'ai 19, 20 ans, et je vois qu'il y a plein de trucs sans gluten, sans lactose. Je me dis, mais c'est un truc de ouf, comment ça a évolué? Et là, je vois depuis quelques années, ben, ça commence à venir, et ça commence à grandir encore plus et plus dans les supermarchés. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez le fait qu'il y a des gens qui n'étaient jamais intolérants au lactose, qui n'étaient jamais intolérants au gluten, etc., qui tout d'un coup deviennent intolérants à ces différents aliments et encore plus? Eh bien, je vais t'expliquer le tout ici, Sarah, et tous ceux qui sont concernés par ce sujet-là. Comme je l'ai dit, un des facteurs clés ici, entre autres, on parle du stress. Eh bien, le stress vient affecter ces différents systèmes et éventuellement, ce qui va se passer lorsque on crée ce déséquilibre au niveau de notre tube digestif, on vient endommager également certaines parois de ce qu'on appelle l'intestin grêle, donc de small intestine pour ceux qui sont fans de recherche et de la littérature, l'anatomie en anglais. Et c'est au niveau de ce petit intestin ou l'intestin grêle que la plupart des absorptions des aliments ont lieu. Okay? C'est dans cet intestin-là qu'on va avoir une grande partie où les aliments qu'on va consommer vont être filtrés. Et le problème de ce qui se passe quand on a justement ce déséquilibre, on parle ici de dysbiose, mais encore une fois, on gardera ces termes techniques pour un autre épisode. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on va altérer la santé de ces parois et la santé de ces filtres. Ce qui veut dire que votre corps n'a plus la capacité de filtrer exactement en se disant « Hey, toi, ah ouais, cet aliment, ça rentre. Non, non, cet aliment, ça sort. Cet aliment, ça rentre. Cet aliment, ça sort. » Et du coup, vu que ces parois sont abîmés, eh bien on a des aliments qui rentrent et qui ne sont pas censés rentrer et qui rentrent dans votre corps là où ils ne devraient pas rentrer. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un intrus se retrouve dans votre corps alors qu'il ne devrait pas être là? Eh bien on a votre système immunitaire qui va analyser cet intrus et qui va se dire « Hey, mais ce truc il n'est pas censé être là. » Et eh bien, on va avoir une réponse ici, justement, à travers des inconforts, des ballonnements, etc., des trucs un peu plus poussés en fonction de la personne ici, ok? C'est exactement comme ça que ça fonctionne, en très vulgarisé pour que tout le monde comprenne, vu que c'est un sujet qui touche la plupart des gens. Donc, on doit absolument faire le nécessaire pour prendre soin de son corps, et je vais venir dans un instant, pour qu'on puisse déjà réparer ses parois et filtrer tout ce que l'on doit filtrer de la meilleure des façons. Et c'est pour ça que les intolérances se développent. Parce que si cette paroi est abîmée et que vous continuez à abîmer le tout, eh bien, c'est le fameux terme qu'on appelle leaky gut en anglais, qui au départ était très critiqué. Quand moi j'ai commencé à étudier ça, c'était vraiment critiqué. Et ensuite, la littérature est venue appuyer le tout en disant oui, ah ouais, en fait c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'intestin perméable, ok? Intestinal permeability en anglais dans la littérature pour ceux qui veulent faire également leur recherche. Donc encore une fois, des trucs qui étaient wouhou, qui ont été confirmés par la suite. Donc ça, l'intestin perméable, ça a du sens et ça traverse en gros. Et voilà pourquoi on a ces réponses-là et qu'éventuellement on consomme des aliments et on y devient intolérant. Je reprends l'exemple du stress pour qu'on ait un contexte. Tu manges tous les jours de l'avocat, ok? Et tous les jours, ça fait partie de ta routine. Et un jour, au bout de 4-5 mois, eh bien, tu commences à voir que l'avocat, ça commence à créer des réactions qui sont indésirables. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, eh bien, dans des périodes de stress, tu consommes ton alimentation qui est régulière, toujours la même, mais tu es dans ces périodes de stress où l'intestin est un peu plus fragile, etc. Et voilà, l'avocat absorbé d'une certaine façon, le système immunitaire l'interprète d'une certaine façon, on le voit comme un intrus et on va avoir ces réactions-là. Donc, voilà pourquoi il est important de varier éventuellement son alimentation et
de surtout prendre soin de cette dernière. Alors, je ne vais pas donner des recommandations bien précises ici. Par contre, ce que je vais dire, c'est ça. C'est que le premier truc à faire, un peu comme je vous le recommande pour les blessures, eh bien, c'est de commencer par éliminer tout ce qui est problématique. Il faut être vraiment à l'affût. Et c'est là où il faut écouter son corps et non pas écouter ce que quelqu'un dit en disant cet aliment c'est bien, cet aliment ce n'est pas bien. Parce que ça va vraiment dépendre de votre écosystème et vous l'aurez compris, de votre écosystème à l'heure actuelle. Donc éventuellement la banane c'est bien, mais ce n'est pas bien pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez ce déséquilibre, encore une fois, de gendarmes, de criminels, etc., qui n'est pas bien, qui n'est pas en ordre, eh bien certains aliments, comme je l'ai dit, vont alimenter certaines, entre guillemets, mauvaises bactéries et vont délaisser les autres. Donc on doit arrêter d'alimenter ces mauvaises bactéries et on doit chercher à alimenter les bonnes bactéries. Et il y a différentes diètes sur le marché qui vont pouvoir vous aider. De manière générale, je dirais que les diètes FODMAP, Low FODMAP sont les diètes qui sont les plus populaires et qui amènent énormément de succès. Alors on parle ici de diètes qui enlèvent certains aliments qui sont composés de plusieurs sucres qui ont tendance à alimenter ces bactéries, ces champignons qui peuvent, qui peuvent avoir eu cette croissance au sein de cet écosystème qui est malsain à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Essayez d'éviter certains aliments. Si vous cherchez tout simplement les diètes FODMAP ou Low FODMAPs, moi je donne ça aux participants de mon programme Mentorship, eh bien on va commencer par s'attarder sur ce genre d'aliments. Personnellement, je consomme quasiment que ce genre d'aliments-là et j'ai procédé par les mêmes protocoles. Suite à quoi, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à éliminer ces mauvaises bactéries. Il y a différentes herbes antimicrobiennes qui peuvent être consommées. Je ne vais pas donner de recommandations, je vous invite à faire vos recherches ici et à travailler avec un professionnel compétent. D'ailleurs, je passe le message, si vous connaissez un professionnel compétent sur le sujet, je serais ravi de l'avoir sur mon podcast et d'en discuter avec lui pour qu'il puisse vous aider au maximum. Suite à quoi, eh bien, le protocole qui m'a été enseigné et qui a amené énormément de succès chez moi et chez mes clients, c'est qu'en parallèle à ça, on va introduire de bonnes bactéries, on va introduire les bons gendarmes pour rééquilibrer le tout et on va petit à petit inclure certains aliments, certains nutriments qui vont nous permettre de guérir cette paroi intestinale. Dans le monde du bodybuilding, c'est très connu, on parle de fuck, maintenant j'ai oublié le nom ici. J'ai oublié le nom ici, mais ça reviendra, j'ai oublié, je crois glucosamine, yes, voilà. Donc ça, pour guérir votre paroi intestinale, super intéressant encore une fois, à prendre durant un moment bien précis, pas forcément tout le temps, mais ça peut vous aider. Glucosamine, zinc, c'est connu pour ces bienfaits-là. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Et petit à petit, une fois que vous avez réintroduit, vous avez suivi tout un protocole, réintroduit toutes les bactéries, éliminé ce qui posait le problème, et bien après, vous allez pouvoir réintroduire certains aliments qui étaient éventuellement problématiques par le passé. Et on va le faire de la même façon que je vous demande de respecter une surcharge progressive à la salle. Et bien on va respecter cette surcharge progressive lorsque on va s'alimenter. Et pour vous donner ma petite anecdote personnelle, par le passé, eh bien, je ne pouvais quasiment rien consommer. Et tout ce qui était gluten, lactose, etc., c'était hors de ma vue, c'était impossible. Et ça m'a posé énormément de problèmes. Et aujourd'hui, je peux manger un grand bol de pâtes avec du gluten. Je peux manger plein de trucs que je n'aurais jamais cru pouvoir manger par le passé. Et parfois, on a des... il y a des montées, des descentes, on a quelques chutes et on reprend le protocole, les bases et ça revient. Donc j'espère que ça pourra vous aider ici. Je vous invite à aller checker les recommandations que je vous ai données ici et on verra comment on pourra alimenter un peu plus ce podcast avec plus d'informations. Parlons maintenant des 3 méthodes pour devenir plus fort, les amis. Alors disons 4 méthodes ici parce que j'en ai déjà abordé une par le passé et une durant cet épisode-là. Mais là, 3 types de forces sur lesquelles vous devez travailler si vous voulez vraiment augmenter vos performances, que vous soyez un athlète, tout simplement un fanat de muscu, ça peut énormément vous aider. Alors, la première méthode ici, ou le type de force qu'on va chercher à entraîner, c'est la force isométrique. Et je vous ai déjà parlé de ça, j'ai déjà parlé de l'isométrie overcoming. On cherche à pousser contre un objet immobile. Et ce que vous voulez faire, c'est utiliser différents patterns de mouvement. On parle d'un squat, on parle d'un développé couché, on parle d'une fente, on parle d'un deadlift, peu importe. Vous bloquez la barre à un certain étage et vous cherchez à produire un maximum de force contre l'objet. Quand on travaille de cette façon-là, eh bien, ça nous permet d'atteindre des pics de force qui sont beaucoup plus élevés que lorsque l'on chercherait à
à produire de la force concentriquement, c'est-à-dire en levant par exemple la barre lors d'un squat, d'accord? Donc très intéressant de travailler sur cette force isométrique. Pour ceux qui ont déjà fait certains de mes programmes, Train Like Me, Hybrid Strong, et bien vous allez retrouver le tout de la manière la plus orchestrée possible ici. Croyez-moi, c'est un game changer. J'ai littéralement des messages de plein de pratiquants de muscu très avancés qui me disent: Kev, j'ai essayé toutes les méthodes bulgares, les méthodes ci, les méthodes X, Y, Z, et avec 2-3 blocs de ton travail sur Train Like Me, sur Hybrid Strong, etc. J'ai rajouté 10 kg, 15 kg sur mon squat, mon développé couché, mon deadlift, etc. Donc les amis, c'est véridique. J'ai des centaines de clients à l'appui avec qui, voilà, on a testé tout ça. Donc ça peut énormément vous aider. Ça fait des années que je le fais et je vois que c'est un peu plus populaire. Donc très bien. Deuxième chose ici, deuxième type de force que je vous invite à travailler, c'est la force concentrique. Donc isoler cette force concentrique. Bien qu'on arrive à produire un peu moins de force qu'en isométrie avec l'autre méthode que je vais vous présenter ensuite, eh bien ça reste quand même très bénéfique parce que il faut quand même lever la barre, ok? C'est très bien de le faire à l'arrêt, mais on doit apprendre à lever la barre et apprendre à décharger sa magnitude d'énergie la plus conséquente, donc passer de 0 à 100 le plus rapidement possible. Quel genre d'exercice vous pouvez utiliser ici? Je vous ai parlé des sauts de la dernière fois en départ arrêté, qui sont très bien, qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là, mais également des exercices avec départ arrêté, les deadlifts, c'est le classique, hein? Vous pouvez travailler sur ça. Les squats qui sont un peu moins utilisés, on parle de squat avec départ arrêté, ce qu'on appelle le inertia squat ou squat Anderson squat éventuellement. Vous mettez les barres sur un pin à différents étages encore une fois et à partir de là vous passez sous la barre, donc il n'y a pas de stretch qui vous permet de rebondir. Là vraiment c'est très dur les amis. Vous passez sous la barre et vous essayez de monter. Ça va vraiment vous rendre très humble parce que vous allez pouvoir lever beaucoup moins de charges que ce que vous pourriez faire sur un format sur répétition. Et l'idée vraiment c'est que lorsque vous reposez la barre, on ne cherche pas à contrôler la descente. Je repose sur les pins, je réinitialise la position et bam, je repars. Ok? Donc très intéressant, c'est un truc que j'aime énormément inclure avec les athlètes, avec monsieur, madame, tout le monde qui a les capacités, bien entendu, la population générale qui a la capacité de travailler avec des intensités plus élevées. Donc croyez-moi, ça c'est un game changer. Avant de parler du dernier, je vous ai parlé des clusters. Les clusters, c'est un peu le meilleur mariage entre prendre du muscle et développer sa force. On travaille avec des intensités qui vont au-delà de 85% en gardant certaines répétitions en réserve, mais en y ajoutant du volume. Croyez-moi, c'est horrible. C'est horrible parce que vous allez être courbaturé. Vous allez faire énormément de répétitions avec des intensités qui sont très élevées. Moi, j'aime, il y a différentes façons d'orchestrer le tout. Moi, j'aime l'utiliser d'une façon très précise que la plupart des gens n'utilisent pas. J'ai vu quasiment nulle part, que j'ai appris de l'un de mes mentors, Joe de Franco, quand j'étais aux États-Unis. Anyhow, c'est super intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cycler les intensités. Vous travaillez par exemple avec un bloc d'entraînement de 3 à 4 semaines. Vous choisissez une intensité de départ. Vous choisissez 85% par exemple, qui va ensuite augmenter de 2,5% d'intensité. Donc 85% semaine 1, 87,5%, ensuite 90%, ensuite 82,5% éventuellement en 4e semaine. Okay, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer un nombre de répétitions. De manière générale, j'aime bien travailler entre le 12 à 18/20 répétitions. D'accord, ça va dépendre encore une fois de l'athlète. Et l'idée, c'est que je vais faire une répétition, je vais prendre 30 secondes de pause, 30 à 45 secondes, et je vais repartir deuxième répétition jusqu'à compléter la série en entier. Et là, je vais accumuler mes 12, 15, 18 répétitions. D'accord? Je pourrais très bien partir avec la même intensité et chercher à augmenter le volume. C'est-à-dire que par exemple, de la semaine 3 à la semaine 4, travailler avec du 90% et tout simplement passer de 15 répétitions à 18 répétitions au total. Okay, je vais accumuler plus de volume. Croyez-moi, c'est vraiment une technique extraordinaire pour augmenter sa force et pour prendre du muscle. Chaque rep, la règle d'or, c'est que chaque rep doit être qualitative. On doit toujours chercher à bouger la barre avec la même vitesse et toujours avec la même intention, la même qualité technique. Croyez-moi, c'est un game changer. Et finalement, les amis, la dernière force qui est la force excentrique ou supra-excentrique ou excentrique supra-maximale, peu importe le nom. En vrai, lorsqu'on parle de force excentrique, souvent lorsqu'on parle de l'excentrique, c'est un truc que j'apprends également au séminaire de mon programme mentorship, on pense simplement à descendre la charge. Alors qu'en fait, non, on parle de simplement quelque chose qui excède notre capacité concentrique. Ça devient très technique ici pour ceux qui ne sont pas du milieu professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on veut utiliser ici, en très simple, une charge qu'on arrive à contrôler, mais pas une charge qu'on arrive à monter. Je vous ai parlé durant le dernier épisode ou 2 épisodes en arrière des cheat reps. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que je vais utiliser... Comment déterminer
comment faire mes cheat reps correctement éventuellement, eh bien, c'est d'utiliser une charge que je n'arriverai pas à monter. Si je prends l'exemple de mes élévations latérales, j'arrive à monter jusqu'à 10 kg. Ok, ben je vais prendre 12 kg, pam, et je vais tricher pour monter et je vais descendre le tout. Donc, la charge excentrique est une charge supra-maximale. Supra-maximale, c'est-à-dire qu'il va au-delà de mon max, de ce que j'arriverai à faire concentrément en montant la charge moi-même. Et là, il y a certains exercices qui sont vraiment appropriés. Il y a plusieurs techniques, comme j'ai dit, il y a les cheat reps pour les exercices d'isolation. Il y a également ce qu'on appelle le 2 and 1. J'essaierai de vous faire des vidéos là-dessus. Okay? Le 2 and 1, c'est très simple. On va choisir un exercice où on monte à 2 mains, par exemple, et on descend à une main. Je pense à des exercices au poids du corps, par exemple sur une barre, où vous faites un tirage horizontal, vous montez à 2 mains, vous ajustez et vous descendez à une main. Un tirage, par exemple, un chin-up à un bras, une traction à un bras, vous montez à 2 bras, vous mettez sur une main et vous descendez, ok? Le 2 and 1. Très bonne méthode pour devenir plus fort. Ici, pareil, je vous invite à travailler sur du 6 à 8 répétitions, un tempo contrôlé lors de la descente. Super intéressant. Ça nous permet, ici, ce qui est intéressant, c'est comme le cluster, ça nous permet de prendre du muscle et de travailler sur sa force max. Alors que parfois, lorsqu'on travaille que sur sa force max, on n'a pas forcément les bénéfices de la prise de muscle parce qu'on n'accumule pas assez de volume avec des répétitions effectives. Et là, par contre, oui, là, on travaille vraiment que avec des répétitions effectives et c'est super intéressant. Ensuite, on a ce que j'appelle les momentum exercises, les exercices avec élan. Et là, on a des exercices du type push press ou push jerk. Là, on donne un élan avec une autre partie du corps sans pour autant tricher, sans compromettre son intégrité physique et je contrôle la descente. Donc si je pense à un push press, j'ai la barre ici sur mes épaules, je descends, je fais le dip avec mes jambes, je m'aide de mes jambes pour monter la barre et ensuite je contrôle la descente. Si je venais à faire le mouvement strictement avec mes épaules, eh bien j'arriverais pas à lever la même charge. Donc, imaginons que mon max au strict press soit de 70-70 kg, eh bien là je peux utiliser un 80 kg, je donne l'élan de mes jambes, je contrôle la descente. Et là j'habitue mes tissus à être exposés à ce 80 kg. Éventuellement c'est 70 kg, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ce palier, etc. Les amis, c'est beaucoup trop de free game le K-Swiss Show. C'est beaucoup trop de free game les amis. Donc prenez des notes, j'espère que ça va vous aider, que vous allez pouvoir intégrer tout ça dans votre programmation. Quoi qu'il en soit, c'est et ça sera dans mes programmes, déjà dans certains programmes si vous voulez en apprendre plus. Donc allez checker tout ça, ça pourra vous aider bien entendu. Le prochain programme qui sort très bientôt, Hybride Performance, pour poser les bases, la fondation de la performance. Parce que vous me connaissez, c'est mon dada ici, les amis. Et sachez que ça s'applique également pour le travail de mobilité. Pour ceux qui sont un peu plus scientifiques ici et comprennent ce que je dis, eh bien, ça pourrait énormément vous aider et ramener votre game au next level. Je pense au coach principalement ici. Donc voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui, les amis. Nous, on se voit /parle très bientôt. Peace.